les accompagner, c'était mieux, à être des meilleurs leaders. Alors, le coach professionnel, c'est vraiment une approche sur le SMART, qui est, on établit des objectifs et que ça soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et avoir des dates à cet objectif-là. Ça, c'est ton mot SMART que tu viens de décortiquer. Oui, et voilà. J'ai vu ça parce que ma prochaine question, c'était c'est quoi SMART? Puis j'ai vu que les premières lettres de tout ce que tu viens de dire, ça fait S-M-A-R-T. C'est ça, voilà. Bon. Alors, donc toi, tu t'adresses souvent dans le monde industriel, corporatif, puis tu fais des ateliers avec les gens, j'imagine. Oui. Donc, généralement, il y a combien de personnes dans la salle, puis toi, tu leur donnes des outils. Comment ça fonctionne? Ça dépend des demandes de mes clients. On fait aussi des ateliers, comment on crée la confiance, en gros. Et ça peut être des groupes de 15, ça peut être des groupes de 10, ça peut être tout dépendant des besoins de l'entreprise. Et c'est aussi d'amener le leadership à un autre niveau, au niveau de la conscience. Qui je suis en tant que leader? Est-ce que je prône les valeurs de l'entreprise? Et ça permet aussi aux gestionnaires d'avoir un autre regard. Moi, je dis toujours à mes clients, soyez le pilote de votre propre hélicoptère. Alors, d'avoir un plan, un regard externe et de se regarder aller. On dit toujours, je veux faire un changement, je veux être un meilleur leader au niveau de l'influence. Mais comment j'influence? Alors, on veut, mais on doit regarder à savoir, on ne peut avoir ce qu'on n'est pas prêt à devenir. Alors, il faut regarder vraiment l'intention et la motivation de vouloir faire une différence, en tant que pour soi, en tant que pour les autres et aussi en tant qu'entreprise. Alors, dans cette entreprise-là, j'imagine qu'il y a comme une pyramide, puis il y a des gens à la base, il y a des gens dans le milieu, puis il y a des gens à l'apex de la pyramide. Donc, c'est sûr et certain qu'on entend souvent le dicton qui dit « trop de chefs, pas assez d'Indiens », en voulant dire que je comprends que dans le monde de la performance, de la conscience et dans le monde de la confiance, on doit vouloir imposer à nos employés de devenir très performants pour optimiser, si on veut, tous ramer ensemble, pour optimiser donc les résultats. Alors toi, si tu t'insères dans une compagnie, puis tu notes des choses, puis que tu donnes les outils nécessaires aux employés pour devenir des achievers, des overachievers, des gens qui performent beaucoup, à ce moment-là, ça va être intéressant pour la compagnie parce que plus ils vont être performants, plus ça va se convertir en profit, en succès, en médiatisation donc de leur entreprise. Alors, c'est sûr que dans ce mode-là, toi, tu es une femme quand même très consciente à mon sens, puis très créative parce qu'il y a beaucoup donc derrière toi. Je sais que tu fais de la peinture, je sais que tu écris des livres, tu écris de la musique, tu composes de la musique. Tout à l'heure, on va parler donc avec les animaux, comment faire pour garder les animaux dont on se départit, hein, comme, je ne sais pas, que ce soit des chevaux, des chiens, des chats. Là, je sais que tu as écrit un livre. Donc, le livre, là, c'est ici, ça s'appelle « Démystifier votre imposteur ». Alors, je voudrais que tu nous en parles un petit peu, dans quel cadre, pourquoi tu as écrit ce livre-là, puis ce livre-là, il s'adresse à qui finalement, puis c'est quoi les imposteurs? OK. Puis pourquoi je l'ai écrit? Premièrement, quand j'ai eu ma certification en tant que coach professionnel et aussi ma certification en tant que thérapeute, j'étais justement en train de faire du vélo avec une de mes bonnes amies. Et puis, on a commencé à faire des blagues à l'effet les gens ne sont pas responsables, alors je vais écrire un livre sur la responsabilité. Et on riait beaucoup parce que je me disais, en tant que personne dyslexique, je n'arriverais jamais à écrire un livre. Et cette soirée-là, quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à écrire une page. Et une page à une autre, j'ai écrit 149 pages. Et j'ai regardé, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec mon manuscrit? Et j'ai envoyé mon manuscrit à 3 maisons différentes, des maisons d'édition. Excusez-moi, je parle en anglais parce que Publishing House et les maisons d'édition. Et la maison québécoise m'a téléphoné et j'ai eu une rencontre et ils m'ont dit, mon Dieu, c'était du bon matériel, alors on aimerait signer avec toi. Et pour une personne qui est dyslexique, c'est complètement un rêve parce que je me disais, si tu changes, là j'ai réalisé quand on parlait de conscience, c'est quand tu changes tes perceptions, tu changes tes croyances. Et quand tu changes tes croyances, tu changes ta façon dont tu t'exprimes. Et la façon que tu t'exprimes, ça change tes actions et ça change ton comportement et ça change tes résultats. Et
là, j'ai pris encore une meilleure conscience que c'était dans mon cadre, qu'on appelle notre névrose, dans notre réalité, que je me disais, je ne serais jamais assez bonne pour. Puis là, je me disais, oh wow, on est intéressé à mon matériel. Et c'est devenu un bon seller. Et à ma grande surprise, et ça m'a ouvert des portes à être justement à partager conférencière, même aux États-Unis et même en Europe, pour parler justement du livre qui est Démystifier votre imposteur, qui justement qui touche le sujet de la responsabilisation, les 8 saboteurs qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez. Justement, on parle des 8 saboteurs. Mon petit point, c'est que tu as dit que c'est un bon seller. Ça, c'est juste la phase avant de devenir un best-seller. Oui. Donc, il faut juste faire une bonne médiatisation. Il faut juste faire un bon marketing. Puis quand le matériel est là, bien, il va connaître le succès qu'il a à connaître. Et donc, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle un peu. Tu dis qu'il y en a 8 des. C'est marqué sur le couvert du livre. Il y en a 8 des saboteurs. Est-ce qu'on peut les énumérer? Ben oui, ben oui. Mais premièrement. Beaucoup de gens qui s'en doutent, c'est quoi, mais on va voir comment toi tu. Oui, mais toi, tu en as identifié 8 qui sont des majeurs. Donc, je veux que tu nous en parles, puis on va commenter un petit peu sur chacun. Qu'est-ce que ça fait dans ton optique à toi, puis moi, je vais peut-être rajouter des petits bouts là-dessus. OK, bon, c'est bon. Vas-y. Alors, pourquoi qu'on veut avoir raison? Avoir raison. Avoir raison. C'en est un saboteur. Ça, c'est très bon. Oui, l'autre, c'est... Attends, on va parler un petit peu d'avoir raison. Pour moi, avoir raison, quand tu dis ça, souvent, c'est l'ego qui tient à se justifier et donner de la valeur à ce qu'il dit. Donc, si on parle quelque chose, puis on sait qu'on a raison, on ne veut pas avoir raison, on fait juste dire des choses, puis on laisse les gens venir à nous pour les gens qui sont capables de comprendre notre point de vue. Parce que si on est dans le débat de convaincre et vouloir convaincre, on veut imposer notre compréhension à d'autres, parce que dans le fond, on est insécure en quelque part. Parce que si on sait qu'on sait, on n'a pas besoin de convaincre personne, puis les autres, ils ne peuvent peut-être pas tous venir voir la vision qu'on a interne, puis des fois, ils ne sont pas rendus là, mais ceux qui sont rendus là, il y a un bel échange qui s'établit. Alors, continue. Bon, alors pour justement, je veux juste te corriger un peu, c'est qu'avoir raison, il faut regarder l'intention de vouloir avoir raison. C'est de tenir un point absolument, parce qu'on croit que c'est la vérité absolue. La surestimation cache souvent la sous-estimation. Alors, c'est toujours regarder son intention dans les saboteurs. La même chose pour la culpabilité, entre autres, qui est un deuxième saboteur. Pourquoi qu'on vit de la culpabilité? Pourquoi qu'on dit toujours c'est notre faute ou est-ce que j'ai fait quelque chose? C'est relié d'habitude à l'estime de soi. Hein? C'est quelle la valeur qu'on porte à soi. C'est juste une investigation. Oui. Le troisième, le jugement. Attends, mais je vais revenir. Je vais te nommer les 8. OK, fais les 8 pour y revenir voilà. un. OK. Alors, ça aussi, la victimisation. Pourquoi je veux la victimisation? Le jugement. Je porte un jugement envers moi-même et les autres. La peur. Pourquoi j'ai des peurs? Pourquoi je suis dans les attentes? Et pourquoi je ne vis pas dans le moment présent? Alors, c'est les 8 saboteurs dans le livre que tu retrouves. Et tu retrouves également ces 3 cas clients pour chaque saboteur. Que ce soit professionnel ou personnel. Alors, il y a des exemples dans ton livre, puis les gens vont pouvoir avoir un outil de référence, puis s'ils vivent des choses qui sont un peu similaires, des fois, seuls les noms et les endroits ont changé, mais finalement, c'est le même principe qui s'applique pour tout le monde, qui prend une forme différente pour chacun, mais dans le fond, c'est le même principe. Donc, si on est capable de bien l'expliquer et le décortiquer, donner des exemples, on va pouvoir appliquer ça dans notre propre vie, puis on va avoir une relation avec le livre, puis on va pouvoir dire, si je l'applique pour moi, la solution qui est proposée par Liane, c'est telle chose. Donc, en l'appliquant, ça va être un bon outil de travail pour améliorer son sort et faire en sorte qu'on va avoir une évolution qui va se produire à l'intérieur de nous, que notre comportement va changer. Puis, à un moment donné, les bottines vont suivre les babines. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'on a évolué, qu'on est dans un monde qui est plus conscient. Effectivement. Et il y a une importance, ce que j'ai amené dans mon livre aussi, que ça soit facile pour les gens, parce qu'on peut lire plein de livres. Mais c'est l'intégration qui est importante aussi. Alors, il y a une deuxième phase dans chacun des cas. Tu retrouves des questions, j'appelle des questions laser, qui a fait cheminer mes clients. Et tu as un volet où c'est la conscience, justement. La réalisation de dire, oh wow, suite à ce cheminement-là, qu'est-ce que ça l'a apporté? Puis ça, c'est d'un laps de temps de 6 mois à 1 an.
Et tu retrouves aussi dans le livre des exercices à chacun des saboteurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une assimilation et une intégration du matériel Effectivement. par des exemples puis par des exercices à faire pour emboîter le pas vers le changement d'un comportement qui est déjà prédéterminé par la société qui nous influence, par notre conditionnement, par notre éducation, toutes les choses qu'on a été formatées dans le fond. Puis, quand tu disais tout à l'heure, ben c'est ça, on a des saboteurs, puis on se rend compte que ce qui nous empêche d'être de façon absolue, c'est nos propres limitations qui prennent des tournures émotives comme la peur, etc., puis qui est très intrinsèque à nous et qui est très légitime d'avoir ça, sauf qu'à un moment donné, quand on évolue, on devrait ne plus être capable d'afficher tel et tel comportement pour être des personnes plus conscientes, plus évoluées, plus en contrôle de nos propres vies, pour arriver à prendre le contrôle de notre propre navire, comme tu disais si bien, et devenir le propre capitaine de notre bateau et faire fi des vents et des courants, etc. Donc, on va parler des saboteurs. On a parlé au début le premier qu'on avait parlé, c'était d'avoir raison. D'avoir raison. Là, après ça, c'était la culpabilité. Là, moi, le petit commentaire que je préfère, puis je veux que tu élabores là-dessus, c'est que la culpabilité, c'est que si on a quand même un sens interne de conscience et qu'on sait qu'on a fait quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, on est en même temps coupable d'avoir été influencé par quelque chose. Ça peut être par notre propre corps de désir, comme ça peut être des influences extérieures, qu'on a succombé à la tentation. Puis Oscar Wilde il disait la seule manière de transiger avec une tentation, c'est d'y céder. Puis ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si tu cèdes à la tentation, ça veut dire qu'en anglais, tu as été weak, puis tu as été influencé, puis là, tu as fait quelque chose qui est comme plus fort que toi. Puis normalement, tu devrais toujours avoir ton sens du discernement, de se dire, tu sais, je suis influencé à faire ça, mais je décide de faire telle autre affaire. Donc, c'est quand même intéressant, cette notion-là. Puis je veux que tu développes donc la culpabilité, là, finalement. Comment toi, tu le traites dans ton livre, là? C'est quoi la culpabilité pour toi? Bien, la culpabilité, c'est de dire, tu sais, encore là, je reviens toujours à l'intention, tu sais, de faire un geste. Et on ne peut être responsable pour ce que les autres ressentent. Si j'ai fait, je sens que j'ai dit quelque chose, par exemple, j'ai dit quelque chose à quelqu'un, je l'ai blessé, puis elle ne me rappelle pas, mettons, un exemple. Et puis là, tu te poses la question, mettons, j'ai essayé de la rejoindre à maintes reprises, elle ne me rappelle pas. Et là, la personne commence à se dire, est-ce que je lui ai dit quelque chose, je l'ai blessé? Et pourtant, puis peut-être ce ne l'est pas. Mais pourquoi la personne ressent cette culpabilité-là, quand il n'y en a pas de raison d'être? Ça va jusqu'au point, j'en ai une de mes clientes, qu'on était au restaurant, et elle disait au serveur, je m'excuse, peux-tu m'amener du pain? Je m'excuse, peux-tu m'amener encore? Elle passait son temps à s'excuser. À s'excuser, puis elle ne le réalisait pas. Alors je disais, la conscience d'arrêter, mais je dis, pour quelle raison tu t'excuses, mais je le dérange, mais... Elle a la culpabilité qui est ancrée fort dans elle. Qui était en elle, justement. Alors, puis ils ne sont pas conscients de... Quand je parlais tout à l'heure de la parole, s'écouter, parler, comment on parle, comment ça a une vibration parler, ça a un impact sur notre façon d'agir. Le pouvoir de la parole, c'est très fort. C'est qu'on parle la loi, la parole est impeccable. Alors ça, c'est un exemple où ma cliente, elle a pris conscience que ça n'avait pas de bon sens. On est au restaurant, le serveur est là pour te servir. Et quand tu as besoin, il va chercher des choses en conséquence. Ben, il travaille pour toi, puis d'ailleurs, s'il travaille bien, il va avoir un type, un gage, puis dans le fond, on appelait ça un pourboire, parce qu'avant, tu donnais à quelqu'un pour boire. Ça vient de là, le mot pourboire. Alors, quand tu donnes un gage à quelqu'un, c'est parce que tu as été content du service. Puis si tu as été mal servi, tu vas donner un petit pourboire. Sinon, tu vas donner un gros pourboire. Mais là, on va passer du coq à l'âne, mais on va passer dans le 8e saboteur, parce que ça me fait amener à dire que tout à l'heure, tu as dit que si on ne vit pas dans le moment présent, là, à ce moment-là, notre vie peut être sabotée. Et quand on est dans la culpabilité, avoir raison, etc., quand on devient présent au moment et on devient donc dans notre propre conscience, il y a un pouvoir de l'intention qui est très, très fortifié. Et dans ton intention, si tout ce que tu fais, ça veut dire quelque chose, it means something. À ce moment-là, quand tu es présent à ton moment, tu vas faire des choses en conscience, puis là, tu vas peut-être arrêter de t'excuser, puis arrêter d'être coupable, puis arrêter de vouloir avoir raison, parce que tu vas être dans ton... en fait, je disais qu'il faut aller, moi, au-delà du moment présent, il faut être dans l'instant du moment. Puis là, il y a une petite nuance et une petite subtilité. Parce que dans le pouvoir du moment présent, d'Edgar Tolle, les gens, ils disent,
ben, je suis dans le présent. Mais quand tu es dans le présent comme ça, tu es en comparaison avec le passé et le futur, donc tu n'es pas dans l'instant. Et si tu es dans l'instant, le temps, il disparaît. Puis moi, de la façon que je parle dans mon livre, c'est à ce niveau-là, c'est très nuancé, c'est très subtil, mais c'est encore une coche encore plus loin que la psychologie traditionnelle. C'est un peu comme l'amour inconditionnel, on entend parler de ça. Souvent, les gens vont dire, ben, moi, je l'aime de l'amour inconditionnel. Mais quand tu dis l'amour inconditionnel, tu compares avec l'amour conditionnel. Tu es encore en train de comparer. Mais c'est de la façon que tu t'exprimes pour dire que c'est quelque chose qui est l'amour avec le grand A, exemple. Mais quand tu es dans l'amour réel, tu ne seras plus dans l'amour inconditionnel, parce que tu ne feras plus référence à l'amour conditionnel, tu vas être juste dans l'amour, puis il n'y aura pas de mots, il va y avoir une vibration qui va passer. Alors, on revient maintenant à ton troisième saboteur, c'était quoi déjà? Je vais parler de la victimisation. Bon, la victimisation, explique-nous qu'est-ce que toi tu veux dire par rapport à ça. Les gens parlent de la victime. Bon, oh, pauvre de moi, je pourrais faire une imitation de ça. Calimero, oh, oui. Pauvre de Oui, moi. alors. Oh, c'est moi, alors, c'est la faute à ma mère, c'est comme ça, je suis comme ça, j'y arriverai jamais. Encore là, c'est quelle est la motivation de jouer la victime? Mais les gens ne le voient même pas. Ils veulent avoir de l'attention. Je rattache mes saboteurs beaucoup à l'estime de soi. Ouais. Alors, les 4 piliers de l'estime de soi. J'imagine que tu as lu les 4 accords Toltec, oui, de Michael Rose, là, puis dans ce livre-là, il parle beaucoup de la victimisation, justement, parce qu'il dit bien on est guerrier et juge, ou bien on est victime. Puis dans la vie, quand tu es victime, c'est ton introspection, mais par rapport à toutes les forces de l'univers qui sont contre toi, puis à un moment donné, on a tous des choses qui nous arrivent dans la vie, que ce soit un accident, une maladie, la perte d'un conjoint, d'un emploi, n'importe quoi. Mais c'est sûr que quand on arrive, on est imposé par une situation qu'on ne contrôle pas, si on réfère à notre situation en disant pauvre de petit moi, puis tu t'écrases, ça c'est comme faire comme l'opossum. Il y a un prédateur qui arrive, puis il sécrète une hormone dans son corps, puis il a la mort. Puis là, le prédateur, il dit c'est pas le fun de jouer avec ma nourriture. Donc, c'est un mode intelligent de survie, mais juste de s'apitoyer sur son sort, c'est pas vraiment intelligent dans le sens que c'est pitoyable, parce qu'on dit apitoyer. Puis à un moment donné, on n'est pas capable de passer à d'autres choses. Donc, il faut être capable de vivre les chocs de la vie, puis pas devenir une victime, puis transformer la victimisation en j'ai reçu quelque chose, j'ai confronté et j'ai été capable d'aller au-delà, puis j'ai été remonté en selle. Parce que si tu ne remontes pas en selle quand tu es désarçonné de ton cheval, le problème qui arrive, c'est que tu vas avoir une vie qui va être pitoyable pour le reste de ta vie. Fait qu'il faut être capable d'aller au-delà. Fait que, effectivement, la victimisation, c'est quelque chose qui doit être contrôlé par l'ego, puis aller dans un monde conscient au-delà de. Puis c'est de dire, mais combien de temps je veux y rester dans la victimisation? Parce que plus tu as des ancrages qui sont là de longtemps, le temps de vouloir changer est beaucoup plus long. Oui. Alors, c'est du conditionnement négatif. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont vécu des vies où ils ont été totalement là, assaillis par la vie de tout bord, de tout côté. Puis ces gens-là, ben, leur force, c'est ceux qui sont capables de dépasser ce stade-là. Parce qu'effectivement, dans la victimisation, on a tous des choses négatives, mauvaises qui nous arrivent. Puis si on n'est pas capable de les intégrer, ben là, la vie va avoir pris le dessus sur nous autres. Ouais. Tout à l'heure, je te disais, la vie, ou bien tu prends une bouchée dans la vie, ou bien c'est la vie qui prend une bouchée dans toi. Bon. Fait que la loi de la jungle, c'est manger ou être mangé. Ben, c'est un peu la même chose. Puis il faut être peut-être fort pour passer à une autre sorte d'étape où on va changer nos comportements, où on va avoir accès à d'autres sortes d'informations dans notre tête. Puis si nos pensées changent, nos émotions vont changer, on va pouvoir devenir des grands créateurs. Et toi, tu sembles être une grande créatrice parce que tu es dans à peu près 5-6 modes artistiques de création dans des livres, dans de la musique, dans de la peinture. On va parler de ça ici maintenant. On va faire un aparté, puis on va revenir au saboteur après. Oui, parce qu'on a pas mal de sujets à Mais c'est juste pour dire que moi, je vais montrer ça ici à la caméra. Alors, toi, tu as eu l'idée, OK, de dire quelqu'un a un animal, que ce soit un cheval, un chien, un chat, tu l'aimes, ton animal, il t'accompagne 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis là, il meurt. Puis tu l'aimes tellement que tu veux l'avoir, fait qu'il y en a qui ont des photos de leurs animaux. Il y en a qui peuvent peut-être même le faire empailler, je ne sais pas si c'est la mode, mais pas tellement. Mais toi, tu as décidé de créer ceci, puis ceci, c'est de faire une espèce de photo thématique avec le cheval. Peut-être des fois, j'en ai vu avec la photo de l'animal à côté, sur une base, exemple, qui est très naturelle en bois, mais dans un petit plexiglas. Et ça, c'est fait avec les cendres du cheval, c'est ça, je comprends? C'est avec le poil de l'animal, et aussi il y a une technique, un procédé, parce que tu vois l'animal, je pourrais dire 360 degrés, tu le vois des deux côtés. Il est dans le verre, et les gens qui vivent un deuil
parce qu'il y a un stress qui est rattaché à une perte de l'animal. Et voilà. Oh, le plus le... OK. Alors là, ici, là, ça s'appelle donc Compagnon éternel, c'est ça? C'est Éternel Compagnon. Oui. OK, Éternel Compagnon, parce que c'est une compagnie qui est plus anglaise, parce que le Il nom... y a Endless Companion, parce que j'ai des gens aux États-Unis aussi, dans l'ouest du Canada, qui m'ont téléphoné justement pour avoir une pièce pour OK. leurs animaux, pour leurs animaux. Est-ce que ce concept-là, ça se brevette? Est-ce qu'il peut y avoir un copyright ou un trademark? Comment ça Il y a déjà fonctionne? un trademark sur le principe, le procédé, là. le procédé, tout. OK. Donc, si quelqu'un voulait partir ça, il ne pourrait pas parce qu'il copierait une de tes idées. Fait que finalement, c'est toi qui as comme l'exclusivité pour ce genre de produit-là. Effectivement. OK, ça c'est merveilleux. Alors ça, vois-tu, ça montre un peu ton sens de la créativité, qui a pensé à ça et qui a créé quelque chose qui n'existait pas. Tu as écrit un livre, tu as écrit de la musique. Alors, si on vient ici avec les 8 saboteurs, on a passé 2-3, les prochains, c'est quoi Il y après avait avoir peur, le jugement, on disait aussi être dans les attentes, ça qui touche OK. le livre en général. Bon. Là, La peur, on va en parler, parce que la peur, je pense que c'est ce qui empêche les êtres d'avancer et c'est ce qui les fige dans leur personnalité, qui arrive n'importe quelle chose, que ce soit au niveau personnel, santé, en sciences, en art, au travail, relations personnelles, de couple, familiales, avec les amis. La peur, quand elle s'installe dans nous, elle nous empêche d'agir. Parce que la peur, c'est, selon moi, juste l'incapacité de quelqu'un à réaliser qu'un mouvement d'énergie qui va être fait va engendrer une conséquence. Et si quelqu'un, exemple, dit j'ai peur d'investir parce que peut-être je vais perdre mon argent, donc la peur, c'est beaucoup lié à la peur de perdre, la peur de ne pas être écouté, la peur de ne pas te faire plaisir, etc. Donc, c'est sûr que c'est un très grand saboteur, puis je pense que je dirais que c'est le saboteur, parce que toutes les autres choses vont faire que ça va générer de la peur. Donc, le saboteur, c'est un peu comme les couleurs. Tu as des couleurs de base, tu as des couleurs secondaires. Mais moi, je te dirais que la peur, c'est probablement un saboteur de base, très intense, parce que tous les autres saboteurs vont générer de la peur, finalement. Puis la peur va t'empêcher d'agir. Donc, puis un autre à part la peur, tu disais... Mais la peur, ça paralyse, c'est sûr. Ça paralyse. Je dis toujours les gens, à mes clients qui viennent dans mon bureau, je les regarde et leur dis, le veux-tu ce changement-là? Je veux que tu, sur une échelle de 1 à 10, dis-moi la motivation de dire que je le veux, ce changement-là, puis où je suis prêt à travailler. Alors, que ce soit pour n'importe quel saboteur, parce qu'on est bien dans une habitude. Hein? On dit en anglais « we're used to the used to », puis c'est de sortir de ce cercle-là. Ce qui est ancré dans notre personne, qui est une habitude, un conditionnement finalement. Donc, c'est sûr que quand on vit des peurs, souvent, c'est parce qu'on n'est pas capable d'assumer la réalité. Puis la peur, c'est une émotion intérieure qui fait simplement réagir notre énergie face à une situation qu'on n'est pas capable de contrôler. Puis ça nous enlève nos ailes de voler, là, finalement. Ça paralyse, comme je ça disais, paralyse. Ça paralyse. Puis paralyse égale aussi l'amour de soi. Ça nous empêche de briller à notre maximum, puis de pouvoir adhérer à ce qu'on veut vraiment. Parce que la plupart, là, les gens, quand ils arrivent près de leur but, ils débarquent. Ouais. Parce que c'est dans un rêve. Je dis toujours... ils ont de la misère à actualiser le fait que ça va se concrétiser, ça va passer à quelque chose d'autre, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un changement pour le futur, ça ne sera plus jamais comme avant. Parce que je me dis toujours, un rêve sans objectif reste un souhait. Ouais. Alors les gens souhaitent, mais encore là, je leur dis, tu ne peux pas avoir ce que tu n'es pas prêt à devenir. Ouais. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'es pas prêt à devenir. Puis quand ça te résonne, tu dis, bon, je le veux, tu veux vraiment. Alors, c'est de sortir, puis de dire, je suis responsable, puis d'arrêter de dire, mais pourquoi c'est arrivé à moi? Ça s'est arrivé, point. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Regarde qu'est-ce qu'on fait en avant. Alors, tu peux rester dans la victimisation, ou dire le prendre, puis de dire comment je peux être beaucoup plus, on parle de wisdom, et puis de dire mais comment je peux aussi l'amener par mon expérience, ou même aider les autres, aider les gens, et non juste de rester dans ce mouvement-là
qui nous amène dans l'inertie. Le wisdom, c'est la sagesse. C'est la conscience et la connaissance du wizard. Parce que le wizard et wisdom, c'est totalement relié. Et mon livre en anglais, c'est The Wizard of Us, c'est-à-dire le magicien qui sommeille en nous. Parce que quand on est capable de réveiller notre magicien intérieur, on laisse aller le génie en dehors de la bouteille et on devient quelqu'un de très créatif. Et la motivation que tu parlais tout à l'heure pour dire jusqu'à quel point es-tu prêt à faire des choses pour que ça change, je pense que le rock bottom pour tout le monde, c'est la souffrance. Parce que la peur va te faire empêcher d'agir et là, tu vas subir une souffrance dans ton corps. Et il y a des gens qui sont très capables d'encaisser, un peu comme Mohamed Ali. Tu es tellement bon à encaisser que tu souffres et tu ne fais rien pour changer. Mais à un moment donné dans ta vie, quand la souffrance elle est trop forte, elle est tellement forte, exiguë, que finalement, tu réussis à développer une volonté réelle qui va au-delà de le pouvoir de l'intention. C'est une volonté réelle de changer les choses pour ne plus subir la souffrance qui se passe dans toi parce que ton manque d'action à cause de la peur t'empêche donc d'agir réellement. Alors ça, c'est très important de comprendre ça. Puis c'est sûr que là, il y avait aussi le jugement, je pense, que tu parlais. Je vais revenir parce que quand, tant qu'être dyslexique, je me disais, quand j'ai signé, j'étais contente. Puis en même temps, je me suis dit, oh boy, ce que les gens vont penser. Après, pourquoi je dis ça justement? J'ai écrit à l'effet un livre, puis je me disais, bon, ben, les gens s'y aiment, ils aiment. Si les gens n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ouais. C'est pour moi ma réalité, c'est ce que je voulais partager, parce que tu dis toujours pourquoi tu écris un livre. C'est-tu pour faire de l'argent ou c'est pour amener les gens à avoir une meilleure connaissance d'eux ou avoir une solution ou une réponse à un besoin précis? Et puis le jugement, mais bon, moi, ça m'a amené aux États-Unis parce que quand j'ai fait la traduction de ce livre-là, je me disais, mais comment je vais être reçue aux États-Unis? Et puis le jugement, pour moi, est là. C'est un saboteur. Il me suit. Là. Les 8 saboteurs existent avec moi tous les jours. Et quand j'ai participé au Salon du Livre à Miami, il y a des gens qui m'ont dit, mon Dieu, quand je regarde, je peux te montrer la différence. Ça, c'est très français, c'était le marketing Vert, pour c'est l'espoir. Oui, et le rouge, c'était beaucoup plus américain. Puis moi, je me disais, l'expression... Un mur où il y a eu une tuerie. Non, mais c'est parce que c'est dire... la boule, je trouvais qu'avec une boule qui tient après ton... Mais regarde comment tu as traduit ça, parce que moi, je fais à l'inspiration, là. Regarde ce qui est écrit, montre-moi le livre, là. C'est marqué ici, 8 Deadly Patterns. En français, il n'y a pas le mot deadly. Non. OK? Mais en anglais, tu mets deadly, puis en arrière, tu fais un fond rouge. Oui, mais pour les gens, parce qui montre le sang. Non, mais c'est sérieux. Il y a un lien total. Parce que le marketing aux États-Unis est totalement différent du marketing au Québec. Effectivement. Alors, il y a un médecin qui est très intéressant, qu'on va probablement interviewer, qui s'appelle Mario Beauregard. Et lui, en français, il a fait le pouvoir de la conscience. En anglais, les Américains ont traduit ça comme brain war. Ça fait penser exactement à ça parce que 8 Deadly Patterns, ça fait beaucoup de... Les Américains sont très forts pour faire du renforcement positif, mais sur des affaires qui sont comme à outrance, là, parce qu'il y a beaucoup de scandales qui se passent là-bas et des choses comme ça. Donc, je voulais juste le voir. Et toi, comment tu as trouvé ça? Percer le marché américain, aller annoncer, exemple, à Miami, rencontrer des gens là-bas qui t'ont sûrement lu et compris dans ce que tu as écrit? C'est extraordinaire parce que, oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça m'a ouvert des portes. Ça m'a amené à Washington, à l'ambassade, de pouvoir faire des conférences, justement un workshop, un atelier, excusez-moi, sur la planification stratégique pour les gens d'affaires, de sortir de leur zone de confort, de leur donner confiance et des outils. C'est fantastique. Et là, ça m'amène aussi. Puis d'ailleurs, tu parlais de Mario Beauregard, qui était justement, j'ai suivi un cours en neurosciences avec Dr. Beauregard, qui est vraiment intéressant. Et pour vous dire que le marché américain, c'est un autre marché, une autre culture, malgré qu'on ait des voisins proches. C'est pas facile, mais ça m'ouvre des portes justement là, pour pouvoir faire ce que j'aime, donner des conférences et encore, je me répète, là, des ateliers. Est-ce que tu as eu des critiques de gens qui ont lu ton livre? Parce que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû t'envoyer des emails, des lettres, où tu dis j'ai lu ça, j'ai beaucoup aimé, puis tu venais faire des conférences, des ateliers, etc. Comment ça s'est passé actuellement? Ça s'est bien passé parce que là, dernièrement, justement, j'ai vendu un autre atelier
et les gens achètent mon livre, alors ils peuvent se reconnaître dans les cas, dans les 8 saboteurs. Alors, qui n'a pas passé à travers une séparation ou qui ne s'est pas séparé à cause du jugement, vouloir avoir raison en affaires, pour donner un point justement, pour ne pas perdre la crédibilité bon. Alors, ça parle beaucoup. Tes exemples sont universels parce que finalement, qu'on soit français ou anglais ou n'importe quelle autre langue, ou n'importe quelle ethnie, tout le monde va vivre des relations de couple au travail, etc. Puis il va y avoir des confrontations. Puis des fois, tu ne veux pas perdre la face. Des fois, tu tiens ton point. Des fois, quelqu'un d'autre a une promotion, tu deviens jaloux. J'imagine que la jalousie, ça doit rentrer dans tes saboteurs. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Ça sort dans les prochains livres. Sais-tu pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, tu as dit au moins à 3 occasions que tu étais dyslexique. Là, tu as écrit 2 livres, donc il y a 2 lexiques à la fin de chaque livre. Puis un jour, tu vas être obligé d'écrire 10 livres parce que tu vas être dyslexique. Alors, si un jour tu te rends jusqu'à 10 livres, on pourra tous rire de ça ensemble. Alors, c'est parfait ça. Je trouve ça très intéressant parce que finalement, toi, en plus, tu es tellement complémentaire que tu m'as dit que tu avais même fait un cours en hypnothérapie ou quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé pour toi, ça? Puis pourquoi tu as fait ça pour être plus ample dans ta démarche? Bien, parce que j'ai suivi mon cours avec Dr Mario Beauregard, justement, sur tout le volet neurosciences. Et moi, ça m'a épaté comment le pouvoir du cerveau, la neuroplasticité, et comment on peut vraiment changer tout. Je ne veux pas rentrer dans les détails au niveau de la neurone et le potentiel d'action, puis qu'est-ce que ça fait. Et avec l'hypnose, on peut voir sur les ondes cérébrales comment on peut faire un changement, parce qu'on dit qu'on vit 10% dans la conscience et 90% dans l'inconscient. Et c'est comment on fait des changements. Alors moi, ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai suivi mon cours. Moi, dans mon livre, en passant, il y a un schéma qui montre un iceberg. Puis ce que tu viens de dire là, effectivement, il y a peut-être 10% de ce qu'on voit dans le conscient qui est là. Puis dans le subconscient ou l'inconscient, tu as la majorité de la conscience de la personne qui est là, mais on appelle ça donc l'inconscient collectif ou la partie qu'on n'est pas capable de connecter directement parce que nos sens nous indiquent donc comment fonctionne notre interaction avec notre médium, donc notre environnement. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la captation par un 6e sens, puis par d'autres choses. Puis on est directement connecté, mais indirectement, pas vraiment au courant de tout, parce que c'est très subtil avec l'âme, l'esprit, etc. Donc, c'est sûr que ce que je vois, c'est que toi, dans ton livre, ce que tu veux faire, c'est donner des exemples aux gens pour qu'ils soient capables de faire comme un four auto-nettoyant, puis qu'ils eux-mêmes auto-corrigent par une prise de conscience, par des exemples, par des exercices, pour arriver donc, en anglais, on va dire shed, c'est-à-dire se larguer de ses propres imperfections qui vont t'auto-contaminer finalement, parce que nous autres, on est des personnes, mais on vient dans un monde, on a des parents, on est éduqués, on est élevés, on a une formation académique, puis on a une interaction avec toutes sortes de monde qui viennent toutes nous contaminer notre expérience. Puis à un moment donné, bien, ce qu'on est, c'est le fruit de notre expérience, mais on est un peu beaucoup de petites choses qui viennent s'imposer sur nous autres à notre détriment. Puis les influences qu'on n'est pas capable de repousser, bien, elles font partie de nous finalement. Puis à un moment donné, on vit des vies qui ne sont plus vraiment les nôtres. Puis je me rappelle dans le temps, moi, que les gens disaient, bien, il y avait trois sortes de travail de base. Tu peux être docteur, tu peux être avocat ou tu peux être religieux. Puis dans les familles, ça en prenait quasiment un de chaque, les années 50-60, dans le temps de Duplessis. Fait que c'est sûr que quand tu deviens docteur pour faire plaisir à ton père qui est docteur, c'est pas tout à fait la meilleure affaire parce que dans le fond, toi, c'est peut-être pas vraiment ça que tu voulais faire, mais tu vas faire ça parce que tu vas rentrer dans le rang, parce que tu vas vouloir comme respecter la norme sociale au moment où toi, tu es là. Donc, si tu vis une vie qui n'est pas à ta hauteur parce que tu vis la vie d'un autre, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font 20 ans dans quelque chose, puis après ça, qui lâchent, puis qui disent, ben là, moi, je veux faire d'autres choses dans la vie parce que ma vraie passion, c'est pas ça du tout. T'sais. Alors, un livre comme ça, français-anglais, est-ce qu'il y a des. Si jamais il fonctionne à un certain niveau, est-ce que tu serais prête à faire ça en espagnol puis dans d'autres langues? Oh oui, c'est déjà pour parler pour l'espagnol. Justement, je quitte aujourd'hui, bientôt pour les États-Unis et j'ai une rencontre justement à cet effet-là. Bon, et puis, ben, c'est ce que je disais dans ta tête, parce que je suis très psychique et voyant. Et ton livre, est-ce qu'il est disponible en livre électronique actuellement ou il est juste comme ça? Il est en version électronique. Alors, on va mettre au bas de l'écran, donc les endroits où on peut se procurer ça. Et est-ce qu'il y a un projet peut-être de faire un livre audio?
Parce que moi, les 4 accords Toltec, je l'ai entendu sur un CD dans ma voiture quand je me promenais à mon travail. Puis au lieu de lire le livre qui demandait un certain effort et du temps, moi, je mettais ça dans mon lecteur CD, puis là, ben, j'avais le livre par Marie-Josée Tardif, qui est la femme de Dominic Rankin, qui est un grand chef indien. Et ça, on en reviendra une autre fois, parce qu'on va parler de lui plus tard, parce qu'il y a une prophétie qui s'appelle le 8e qualité de la paix. Et actuellement, ce que je peux dire, c'est que, donc, si ton livre, tu le fais en audio, ça va aider les gens, donc, à l'entendre. Ça aussi, c'est dans le plan d'affaires, là, cette Plan année. d'affaires. Parce que quand tu sors un livre, mais là, ça m'a demandé d'être, de parler à différentes entreprises, puis aussi... On ne peut pas tout faire en même temps. Alors oui, c'est dans le projet. Dans le projet. Dans le projet cette année, en 2018. Alors, 2018 va être une grande année parce qu'on va avoir beaucoup de choses à faire ensemble. Et toi, de ton côté, puis je pense que toi, tu es une précurseur parce que tu as perché donc, le marché américain. Et il y en a d'autres aussi, mais je veux dire, si on frappe avec des informations réelles, ils vont peut-être se rendre compte qu'au Québec, on est un berceau de conscience. Puis c'est très intéressant, donc notre approche psychologique, consciente, évolutive, pour essayer donc de démystifier les saboteurs. Est-ce que tu as le projet d'écrire d'autres livres? Parce que je pense que tu m'avais parlé aussi que tu avais un autre livre là, qui était en cours de projet. Oh oui, c'est pourquoi, c'est d'avoir raison. J'ai voulu prendre un saboteur, puis d'en parler un peu plus, puis c'était le sujet de... Alors, c'est d'avoir raison. Bon, si tu prends tes 8 saboteurs, tu fais un livre sur chacun, tu vas avoir tes 10 livres, et tu vas Voilà. pouvoir être dyslexique. Et voilà. Et voilà. Okay. Bon, alors je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport à l'entrevue, par rapport à la conscience, par rapport à... Il y a toutes sortes de sujets qui nous passionnent, là, les champs électromagnétiques, l'énergie libre, la vie sur d'autres planètes. C'est tellement vaste la vie que moi je suis un explorateur de l'esprit, puis j'aborde beaucoup de différentes choses dans mon livre. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux complémentariser? Non, mais moi, pour finaliser, je dis que les gens sont en quête d'un amour propre et de vouloir se développer de plus en plus. Ils sont à la recherche de réponses. Et ce que je veux leur dire, c'est que se regarder soi et de dire, c'est pas de pelleter dans la cour de l'autre, c'est de revenir à soi et dire, puis se poser la question, encore là, mon intention de vouloir changer, parce que je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir de faire un changement, que ce soit un petit changement, a un impact, comme la goutte d'eau qui tombe, fait la petite goutte d'eau dans l'océan qui fait sa vibration. Et si les gens commençaient à justement avoir cette conscience du pouvoir de faire des choix, de faire des bons choix pour eux. On se rend compte que dans la société, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme une pyramide qui essaye de tenir à l'envers sur le nez. Et il n'y a pas de base solide. Puis on entend toujours parler à la fin de chaque année comme quoi il y a des conflits, de la corruption, toutes sortes de choses. Et on fait toujours des émissions d'ailleurs pour rire et ridiculiser un peu le non-sens qu'on vit actuellement. Puis qu'on se rend compte que la balance donc, des ressources sur la Terre ne sont vraiment pas partagées. Puis qu'il y a des gens qui sont défavorisés totalement, puis ceux qui ont de l'argent veulent en faire encore plus, puis l'argent mène le monde. En anglais, on dit là, que cash is king. Bien, malheureusement, comme les valeurs, c'est des valeurs éphémères basées sur l'extérieur et non pas sur l'intérieur, bien là, on vit une société qui est un peu tout croche. Et grâce à des gens comme toi, et comme moi, et d'autres personnes, bien, on va essayer de faire une différence dans un monde indifférent pour voir si on ne peut pas justement faire un virage à 180 degrés, comme tu disais tout à l'heure, puis être capable d'instaurer quelque chose qui va être beaucoup plus vivable pour tout le monde globalement. Donc, moi, je te félicite pour ton travail. Puis je pense que on va être en train de faire la conclusion, puis on peut même éditer. Donc là, il nous reste 5 minutes. Donc moi, dans les dernières 5 minutes, je pourrais te dire tes projets pour le futur, c'est quoi au juste? Oh, les projets pour le futur, déjà là, c'est d'avoir plusieurs ateliers en marche justement sur faire des changements dans le livre, de façon avec la neuroscience. Je suis allée justement me chercher une autre formation en neurofeedback. Et c'est un complètement au niveau du coaching qui permet justement aux gens d'améliorer, pas de façon cognitive, mais aussi dans leurs habitudes. Comment on peut prendre conscience de changer une habitude. Et
c'est ce que je vais miser cette année. Et aussi le livre espagnol, l'audio et tout ce qui est... Un jour, on donnera peut-être des ateliers ensemble en espagnol, ça serait le fun. Mon Dieu, oui. Et pour finir, je te dirais, je sais que tu vas parler d'une dame que tu valorises beaucoup, Caroline Myss, qui est quelqu'un qui est un speaker américain, là, qui est une motivatrice, puis qui a un sens. Est-ce que tu peux parler un petit peu d'elle en finale? Elle est une auteure, et elle aussi, elle est enseignante. Et son sujet, c'est surtout l'intuition médicale. Et elle écrit plusieurs livres, justement, pourquoi qu'on ne se guérit pas. En anglais, c'est Why We Cannot Heal, puis comment on peut le faire, comment on peut guérir. Ce serait intéressant pour les gens aussi qui pourraient se procurer certains de ces livres-là. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais c'est quelqu'un pour moi qui essaie de pousser encore comment développer son intuition, puis d'être congruent avec et honnête avec soi, et de faire des bons choix. Bon, alors moi, je dirais simplement en conclusion que, je ne sais pas si tu le sais, mais dans mon livre, Les pouvoirs de la magicienne, à la fin de mon chapitre de la conclusion, je parle de ton livre et je parle des 8 saboteurs. Je lui dis que tu as très bien cerné donc, le problème au niveau de la psychologie et que tu abondes donc dans que les gens puissent pouvoir se guérir eux-mêmes, d'eux-mêmes, et donc avec une visualisation de des problèmes qui sont ceux qui sont les majeurs, qui décident simplement de faire en sorte que nous autres, on est empêchés donc d'être de façon absolue. Puis si on est capable donc de lire des livres, puis de changer notre comportement et de changer donc nos pensées, nos émotions, on va avoir des vies plus à la hauteur de nous-mêmes, puis on va être très créatifs. Alors moi, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Merci. Et je suis sûr que les gens vont bien apprécier parce qu'il y a un contenu quand même intéressant qui va aider les gens à aller au-delà de leur peur. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci bien.